Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 21 février 2021. L'actualité nationale avec cet exercice de remobilisation de la troupe par la coordination départementale littorale des comités communaux et d'arrondissement CCC et CCA. Hier samedi, ils se sont retrouvés à l'effet de travailler pour des élections pacifiques, paisibles et un fort taux de participation pour le compte du littoral. Tout s'est déroulé au Palais des Congrès de Cotonou, nous dira Herman Anyambosu. Et puis tout va bien, sinon très bien du côté nigérien. Les voisins du Niger sont à nouveau aux urnes ce dimanche dans le cadre du second tour de la présidentielle devant départager l'ancien Premier ministre Mohamed Bazoum et l'ex-chef d'État Mahaman Ousmane. Les premiers votants ont déjà glissé leur bulletin dans l'urne. Les premières réactions à suivre dans ce journal. À suivre également la synthèse du nouveau numéro de Café numérique animé en fin de semaine par l'APIES et la CCIB. L'idée vise à expliquer aux entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora les opportunités qu'offre la zone économique spéciale. Naguib Alagbe nous en dira plus avant la fin de cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. Dans la seconde partie de ce grand format, le plateau reçoit pour vous Clotaire Olidé. Il est expert électoral et président du comité chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales du bloc républicain. Avec lui, on va apprécier ensemble les derniers développements de l'actualité politique nationale, en lien bien entendu avec le processus électoral en cours. On apprend également que des militants BR du conseil communal d'Adiawere ont été des sanctions, de même que l'actuel maire de Pobet. Notre invité nous dira ce que le parti leur reproche concrètement. Gardez donc votre position d'écoute. Vous entendrez Clotaire Olidé dans une poignée de minutes. Et comme je vous l'annonçais en titre, la coordination départementale littorale des comités communaux d'arrondissement CCC et CCA se met en ordre de bataille dans la perspective du démarrage prochain de la campagne électorale. Réunis hier samedi au Palais des Congrès de Cotonou, ils entendent travailler pour des élections pacifiques, paisibles et un fort taux de participation pour le compte du littoral. La journée dite de remobilisation de la troupe a été marquée par une série de communications sur fond de bilan du quinquennat qui s'achève. Le point maintenant avec Herman Anyamboso sur des images de Eder Hunkavi. Le 11 avril approche à grands pas. Dans un peu moins de 5 semaines, en effet, démarre la campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. Si du côté des institutions en charge, l'organisation d'un scrutin a un jeu aussi capital, tout se déroule au rythme du calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome. Chez les acteurs politiques tous bords confondus, l'heure est tout aussi à la remobilisation de la troupe. La politique, c'est pas pour ça que je vais mettre. Dans cette salle du Palais des Congrès de Cotonou, ce samedi, à quelques 48 heures de la publication par la Sénat de la liste des duos définitivement retenus, les comités communaux et d'arrondissement du littoral se réveillent de leur hibernation et s'engagent par eux-mêmes à rééditer l'exploit de fort taux de participation. Le coordonnateur Randis Awandoun Romain va nous envoyer en mission. On va descendre de quartier en quartier, de rameau en rameau, convaincre la population à aller voter massivement pour élever vraiment le taux de participation le 11 avril 2021. Comme nous avons le fait en 2016, et nous faisons des petites réunions dans les quartiers, dans les vents. Nous allons remobiliser, nous allons parler à nos parents dans les amont, dans les villages, dans les quartiers de ville. Et voilà comment nous faisons. C'est toute une machine. La journée dite de remobilisation de la troupe a été marquée par une série de communications sur fond de bilan du quinquennat qui s'achève. De quoi permettre à l'assistance, composée en majorité de jeunes et de femmes du littoral, d'apprécier les actions déjà menées afin de se projeter dans l'avenir. Entre 2016 et 2020, le taux de desserte en eau potable en milieu urbain est passé de 55% à 75%. Et en milieu rural, nous sommes passés de 42% à 70%. Pour les comités communaux et d'arrondissement du littoral, rien ne saurait entraver la bonne marche du processus entamé avec la publication par la Sénat du calendrier électoral. Tels des messagers, ils s'engagent à être porteurs des germes de la paix dans l'ensemble des quartiers de Cotonou. Une élection pacifique, paisible, mais aussi un fort taux de participation pour le compte du littoral, la chose est bien possible. La coordination du littoral
Il croit fermement et n'entend pas se laisser surprendre. J'ai compris aujourd'hui que les CCC et les CCA ont une conviction. Si c'était basé que sur de l'argent, vous ne serez pas là ce matin. La force que vous incarnez, vous ne le savez pas. Dans les 77 communes du Bénin, les CCC sont partout. Les CCA, pareil. Vous êtes forts. Vous êtes des gens bien. Nul doute, la mission est bien comprise et cernée. Le premier adjoint au maire de Cotonou, sous la coordination duquel se déploie cette machine, se dit pleinement conscient de l'enjeu et se dit prêt à accompagner le mouvement. Le bureau politique du parti Union progressiste est en session depuis hier matin. Les travaux portent sur la définition des éléments de langue et des stratégies affinées en vue d'une bonne animation de la campagne électorale. À ces assises, il est attendu un invité de marque, le chef de l'État, Patrice Talon, candidat à la présidentielle du 11 avril prochain. Je vous invite à suivre ici un extrait de l'allocution d'ouverture du président du parti Union progressiste en la personne de Bruno Amousseau. Il y a aujourd'hui sur la scène politique et dans l'espace national des déclarations, des commentaires qui peuvent perturber ou semer la confusion. Certaines de ces déclarations viennent de savants en matière électorale. Mais lorsque les savants s'expriment pendant la période électorale, ils participent plus à la campagne électorale qu'à l'expression de la science. Ces déclarations viennent aussi de différentes forces politiques et l'environnement actuel montre, à notre sens, montre bien que la démocratie béninoise se porte bien. Chacun s'exprime, des opinions diverses s'expriment, les contradictions se développent, se résolvent. Et quand il en est ainsi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se plaindre de ce qui se passe. Au contraire, nous devons nous féliciter de ça. Ces expressions viennent aussi non seulement des forces politiques, mais de la société civile aussi, qui est gardienne, qui veille sur ce qui doit être fait, monte la garde pour sonner l'alerte lorsqu'il y a difficulté. Mais lorsque cette société civile s'exprime sur des sujets pendant la période électorale, il faut bien sûr considérer que ces expressions sont des expressions d'opinion partisane. Le gardien n'attend pas le moment de l'inventaire pour dire qu'il y a eu des voleurs il y a un an. Le gardien vous signale les anomalies au moment où ces anomalies se produisent. Et c'est pour ça que nous devons contextualiser tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Je suis convaincu que nos travaux nous permettront d'arrêter la stratégie appropriée, celle qui nous permettra de dialoguer avec nos populations, d'expliquer notre programme, d'expliquer les choix que nous avons eu à faire, de justifier ces choix et de convaincre les uns et les autres que pour notre pays, c'est cela qui correspond à l'intérêt général.
Voilà, Bruno Amoussou sur des propos recueillis par Hakim Essédou Osseni et Moufid Sagboa. On parle toujours actualité politique et présidentielle, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Les voisins du Niger votent depuis 8 heures ce matin à l'effet d'élire leur nouveau président. C'est le scrutin du second tour qui se joue entre Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane à Niamey, où se trouvent actuellement nos envoyés spéciaux Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen. Les citoyens sont sortis dans le calme pour exprimer leur vote. Ils disent également attendre le prochain président sur plusieurs chantiers. On va les écouter. Pendant tant d'années que je fais ces exercices, c'est une habitude pour moi. Étant Nigérien, j'ai accompli mon devoir de citoyen et je prie Dieu pour que vraiment celui qui sera élu soit le président de tous les Nigériens, sans différence de race ou d'origine. Personnellement, les chantiers qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est l'éducation et la santé. J'aimerais, comme le futur président de la République, met beaucoup l'accent sur la santé et l'éducation. L'éducation, d'abord, c'est ça le fer de lance de tout un pays. Et la santé, ça n'a pas de prix. Tout le monde est calme, il ne faut pas qu'il fasse les bagarres tous les jours. Il faut dire que 100 morts par là, 100 morts par là, vraiment, on n'est pas content de ça. Il faut que toujours on est calme. Hein? Et toujours les zones, il n'y a pas de travail. Nous, les vieux, on était fatigués. Donc il faut que les enfants là, il faut qu'ils sa place. Il n'y a qu'à cesser les travail. Il n'y a qu'à trouver les travail. Il ne faut pas, nous, on souffre, les enfants on souffrent encore. Donc vraiment, ça c'est fait pour nous. On est fatigué absolument. Quand les gens sont fatigués, il faut les jeunes là, il faut qu'ils prennent son place. C'est ça quand on souffre. Vraiment, je me sens très bien. On remercie le bon Dieu qui nous a donné un président exemplaire qui a fait vraiment du bien, du bon à notre pays. On est fiers de notre président, que le bon Dieu le bénisse et qu'il bénisse notre pays, le Niger. Je suis fier d'avoir voté dans mon pays, pas aucun problème. On remercie le bon Dieu. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la jeunesse. De s'occuper avec la jeunesse. Et que nous, la jeunesse, de l'accomplir, quel que soit le résultat. N'importe qui gagne, tout compte fait, c'est le Niger. C'est le Niger qui gagne, donc nous, les jeunesses, on devrait le supporter, n'importe qui que ce soit. Que ce soit de la majorité ou de l'opposition, Dieu merci. On remercie le bon Dieu. De cette élection-là, ça va commencer, car ça va terminer très bien. Le prochain président doit commencer l'éducation et la santé. L'éducation et la santé. Il faut dire qu'avant le scrutin de ce dimanche 21 février, une délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO a tenu à échanger avec les deux candidats. Les observateurs souhaitent s'enquérir de l'état d'esprit des deux prétendants au fauteuil présidentiel. Le point des échanges avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouen sur place à Niamey au Niger. Deux candidats à l'affiche du second tour de l'élection présidentielle au Niger ce dimanche 21 février 2021. Arrivé en tête au premier tour, Mohamed Bazoum est né le 1er janvier 1960 à Bilabrine. Ancien parlementaire, ancien membre du Conseil consultatif de la transition militaire et ancien ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigérians de l'extérieur. À son domicile ce samedi 20 février 2021, la délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, délégation conduite par l'ancien vice-président de la République fédérale du Nigeria et le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, les émissaires de l'organisation sous-régionale sont venus s'enquérir de l'état d'esprit dans lequel le candidat du pouvoir en place prépare cette élection présidentielle. As you rightly said, I met with the representative of the other candidate yesterday. And the same message that I put forward will be le message que je vais passer, c'est un message de paix. Je demande au peuple du Niger de voter dans la paix. C'est une renommée pour le peuple du Niger d'organiser des élections apaisées. Et je renouvelle encore mon message dans ce sens-là. C'est connu partout dans le monde que le Niger a toujours organisé des élections apaisées et ça ne devrait pas être différent cette fois-ci aussi. I'll therefore call on the good people of the Republic of Niger
to repeat the same good conduct that is known for them. Je lui ai dit que nous sommes l'un des rares pays, peut-être même le seul, où le principe de la fraude est très difficile. Parce que je lui ai expliqué que dans chaque bureau de vote, nous avons un représentant du candidat de la majorité comme président ou secrétaire de bureau de vote et un représentant du candidat de l'opposition comme président ou secrétaire de bureau de vote. Nous sommes présents de façon paritaire dans tous les bureaux de vote. S'il y a 26 000 bureaux de vote, moi j'ai 13 000 représentants comme président de bureau de vote et 13 000 comme secrétaire. C'est pareil pour mon adversaire. Et donc s'il y a une fraude, c'est que nos représentants que nous avons désignés, nous-mêmes à qui nous avons fait confiance, auront été complices. Et ça rend toute possibilité de fraude, sinon difficile, en tout cas. Face à Mohamed Bazoum, le candidat de l'opposition arrivé en deuxième position au premier tour, Mahman Ousmane, né le 20 janvier 1950 à Zender, au Niger. Il a été le premier président de la République du Niger, élu démocratiquement en 1993 et renversé par un coup d'État en janvier 1996. Ancien président de l'Assemblée nationale, l'homme veut revenir au pouvoir. La délégation de la mission d'observation électorale de la CEDEAO est également reçue à son domicile ce vendredi 48 heures avant le scrutin. Mais elle a été reçue par les représentants du candidat de l'opposition. Occasion pour eux de révéler à la délégation de la CEDEAO leurs inquiétudes par rapport à la conduite du processus électoral. Nous avons demandé par écrit à la CENI de déployer l'armée dans un certain nombre de zones où il est clair et identifié qu'il y a des incursions délibérées de forces militaires non régulières qui interfèrent dans le processus électoral. C'est donc le rôle de l'armée de faire un tampon entre les électeurs et ces centrales. Que ce soit Mohamed Bazoum ou le représentant de Mahman Ousmane, ils ont tous rassuré la mission d'observation électorale de la CEDEAO. Tout se passera bien et chacun des candidats s'est engagé à respecter la décision des 7,5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche 21 février 2021. Hier samedi, veille de l'élection, les chefs de la mission sous la direction donc de la CEDEAO ont tenu une réunion de concertation à Niamey au Niger avant le vote. L'objectif est de faire le point d'étape des démarches menées dans le pays auprès des acteurs et structures concernés par cette élection. L'essentiel s'est déroulé devant nos reporters Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouandon. Voici le compte-rendu. Aux côtés de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, plusieurs autres missions internationales sont dépêchées au Niger dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle du dimanche 21 février 2021. En action de solidarité au peuple nigérien, l'Union africaine, les Nations unies, l'Organisation internationale de la francophonie, la CENSTAD et le Conseil de l'Entente apportent leur soutien au Niger pour la bonne tenue d'une élection acceptée par tous. À moins de 24 heures du coup d'envoi, cette réunion s'avère indispensable. C'est le moment de fédérer les stratégies, les énergies et même les moyens adéquats pour une observation parfaite de ce scrutin. Chaque mission a également rendu compte des différentes démarches menées à l'endroit des différentes parties prenantes. Donc, différents acteurs ont été rencontrés. Notre mission, qui est celle d'accompagner les États membres de l'OIF dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière de consolidation de l'état de droit, a toujours été l'objectif principal. Donc, les membres de cette commission, cette mission, ont pu rencontrer divers acteurs politiques. Aujourd'hui, nous pouvons dire que notre mission, à l'occasion de ce deuxième tour, n'est pas très différente de ce que nous avons fait lors du premier tour. Au niveau du Conseil supérieur de la communication, qui est en charge de la régulation, disons, des médias, notamment en période électorale, ce que nous avons remarqué,
c'est que jusque-là, suivant leur déclaration, tout se passe relativement bien, sauf quelques petits incidents qu'on peut considérer comme étant des incidents mineurs, bien entendu, qui ne peuvent pas, disons, porter atteinte, disons, à l'équité dans l'accès aux médias. A priori, on peut conclure que la campagne du second tour s'était déroulée dans d'excellentes conditions, que les deux candidats ont pu battre campagne dans des conditions satisfaisantes. Et nous prions Dieu, comme l'ont fait mes prédécesseurs, à ce que le scrutin de demain se déroule dans des conditions excellentes, meilleures que celles du premier scrutin. Parce que les autorités sont partant des insuffisances et lacunes constatées lors du premier scrutin, ont pu à leur tour corriger ces petites lacunes. Les missions internationales qui suivent de très près ce processus électoral depuis le premier tour s'accordent déjà sur le climat politique apaisé qui prévaut dans le pays. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, pour réussir la tenue de ce second tour de l'élection présidentielle, le Niger doit faire face à plusieurs défis majeurs. Les défis sécuritaires, sanitaires et même organisationnels. Il y a une valeur ajoutée dans ce que nous avons l'habitude de faire. Cette valeur ajoutée, c'est des consignes qui ont été données à la force multinationale du G5 Sahel d'intensifier des patrouilles dans ces zones qui seraient sujettes au terrorisme, histoire de nous permettre de couvrir l'élection dans toutes ces zones. Donc l'enjeu majeur que pourrait être la sécurité, je pense que nous allons pouvoir arriver à faire ce deuxième tour de scrutin dans des formes sécuritaires relativement calmes. Nos observateurs, nous avons commencé par les déployer déjà. La plupart sont sur le terrain. On a eu des retours avec du matériel informatique qui nous permettrait d'avoir en temps réel les informations sur le déroulement du scrutin. Les missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'OIF, du Conseil de l'Entente et de la CENSAD sont donc dans la même dynamique d'appui au Niger. Une parfaite collaboration pour contribuer à la transparence du scrutin. Les chefs de mission se retrouveront une fois encore au lendemain des élections pour harmoniser leur point de vue des constats faits sur le terrain afin de rendre public leurs déclarations préliminaires. Voilà, reportage signé Idrissou Boukaré depuis Niamey au Niger. On revient maintenant au Bénin pour dire que le 21 février de chaque année, les communautés du monde célèbrent la journée internationale de la langue maternelle. Les réflexions cette année sont une invite à la promotion du multilinguisme en vue d'une inclusion dans l'éducation et dans la société. Le ministre de la Formation technique et professionnelle s'est adressé à l'État à cet effet. On va écouter les propos du ministre Maounio Kabo. En novembre 1999, la conférence générale de l'UNESCO a institué le 21 février Journée internationale de la langue maternelle en hommage aux étudiants bangladais tués en 1952 par la police alors qu'ils manifestaient pour que leur langue maternelle, le bengali, soit déclarée deuxième langue nationale du Pakistan. En 2000, cette journée a été organisée pour la première fois dans le but de faire prendre conscience à tous les peuples, non seulement de la valeur des langues, mais aussi de la nécessité de promouvoir nos patrimoines immatériels tout en observant une tolérance à l'égard de ceux des autres. Le thème retenu par l'UNESCO cette année pour la célébration de cette journée est « Promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société ». Ce thème montre combien la promotion du multilinguisme, vecteur fondamental de l'éducation, favorise le brassage interculturel des peuples. Au-delà d'un moyen de communication,
La langue est toute l'identité de l'homme. Elle cristallise nos valeurs culturelles et cultuelles. Sa diversité reflète la richesse de nos us et coutumes. De ce fait, les langues locales et celles transfrontalières valorisent non seulement le dialogue pacifique entre les peuples et les nations, mais aussi contribuent à la préservation de l'humanité, au progrès d'une éducation inclusive en vue d'atteindre les objectifs du développement durable dont le principe est de ne laisser personne en rade. Ainsi, la paix, le progrès, le développement et l'unification d'une nation ne peuvent se faire sans l'instauration d'une éducation multilingue qui implique l'utilisation des langues maternelles. Loin d'être une fête, la date du 21 février doit être un instant de réflexion profonde sur nos rapports avec nos langues maternelles. Elle doit nous amener à nous engager définitivement dans la valorisation de nos patrimoines linguistiques, culturels et cultuels. Il faut donc reconnaître que les langues constituent les instruments les plus puissants pour former, préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Dans cette perspective, je lance donc un appel à tous nos compatriotes pour que le dimanche 21 février 2021, nous fassions une profonde réflexion sur nos rapports à nos langues maternelles et avec les autres peuples. Cela permettra de prendre des engagements qui valorisent nos cultures et de faire parler nos langues maternelles dans nos familles respectives. Mesdames et messieurs, œuvrons donc pour une éducation inclusive fondée sur le multilinguisme tout en nous engageant tous ensemble pour relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Vive les langues maternelles au service du développement durable. Vive le multilinguisme pour une éducation intègre. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Maunior Kakpo, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement béninois, sinon le gouvernement des États-Unis d'Amérique, offre des équipements de protection et de fourniture de santé pour renforcer la réponse communautaire face à la pandémie du coronavirus dans les départements de l'Atlantique, des collines et du Mono. Cet important lot de matériel offert par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA est composé entre autres de dispositifs de lavage de mains, de masques, de savon liquide et de mégaphones. La cérémonie de remise de ces nombreux équipements s'est déroulée vendredi dernier dans l'enceinte de la mairie. Précision, Juliette Sanoussi et Derun Pevi. Un important lot de matériel des États-Unis pour accompagner le Bénin dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette initiative s'inscrit bien dans le cadre de l'appui de l'USAID au plan national de riposte anti-Covid-19 du gouvernement béninois à travers les ONG DEDRAS, Scienson et BUPDOSE qui mettent en œuvre la phase de renforcement du package d'intervention à haut impact en milieu communautaire dans 17 communes des départements de l'Atlantique, des collines et du Mono. Chers membres des brigades communautaires, vous êtes pour moi des bougies allumées qui doivent désormais permettre d'allumer d'autres bougies. Je veux parler de nos concitoyens, en informant, en éduquant, sans relâche, ces citoyens-là. Je sais pouvoir compter sur votre sens élevé d'engagement et de responsabilité pour que les équipements mis à notre disposition soient utilisés à bon escient. En ce qui nous concerne, Monsieur le ministre, Madame l'ambassadeur, je voudrais vous rassurer de notre engagement à veiller à ce que ces équipements contribuent effectivement à faire reculer la pandémie dans nos localités. Face à cette pandémie, l'engagement de tous est important. Et pour soutenir les actions de prévention et de riposte engagées au Bénin, les États-Unis offrent au total plus de 69 000 masques, 1 323 dispositifs de lavage des mains, 16 000 litres de savon liquide,
3250 boîtes de gants, 1030 mégaphones, 53 haut-parleurs et d'autres matériels de soutien dans les 3 départements concernés. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'USAID, les États-Unis fournissent 415 000 $ d'aide sanitaire dans le département du Mono. Et nous offrons 337 000 $ pour des activités dans les départements de l'Atlantique et des collines, dans le cadre de notre enveloppe globale de 4,5 millions de $ pour la lutte contre le Covid-19 dans tout le Bénin. Cette solidarité renouvelée de l'USAID est ici saluée par le ministre de la Santé. Depuis un moment au Bénin, les statistiques de la Covid-19 connaissent une hausse. Plus de 500 cas par semaine sont enregistrés et 20 décès au moins depuis le début de l'année. Et malgré les nombreux efforts déployés par le gouvernement, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Il faut donc agir et c'est ensemble qu'il faut le faire. Nous veillerons à ce que tous ces matériels et équipements qui sont offerts ce jour soient positionnés dans les lieux appropriés et ils seront effectivement utilisés. Et que les bénéficiaires puissent en faire un bon usage. Nous veillerons aussi que les appuis financiers puissent aider les équipes de direction départementale de la santé et des zones sanitaires à mieux encadrer les communautés à travers les brigades communautaires qui sont installées dans nos villages. La présence des élus ici est une marque particulière d'adhésion et d'engagement et nous souhaitons pouvoir toujours compter sur eux et sur les ONG partenaires qui portent ces projets Covid-19 dans les départements ciblés. Ces ONG et autres acteurs qui soutiennent les initiatives salvatrices du gouvernement sont également salués pour la pertinence et la qualité de leurs interventions. 105 établissements de santé, 297 écoles primaires et 190 écoles secondaires sont bénéficiaires de ce don, de même que 1181 relais communautaires et 1030 brigades sanitaires volontaires dans les 3 départements. La zone économique spéciale expliquée dans les moindres détails aux entrepreneurs locaux et ceux de la diaspora. Tel était l'objectif assigné à un nouveau numéro de café numérique. Ce créneau aménagé par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour permettre aux entrepreneurs et investisseurs de se réunir tous les mois autour d'un thème a reçu cette fois-ci le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations. Les détails dans ce téléma signé Nagui Balagbe. L'essentiel à savoir sur la zone économique spéciale de Glodjigbe. D'abord en une présentation succincte, puis des échanges à bâtons rompus. L'exercice en valait la chandelle au regard de l'intérêt que suscite ce numéro-ci de café numérique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin offrait à l'occasion aux chefs d'entreprises locaux et de la diaspora d'échanger avec l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de l'exportation de ce qui pour eux serait une chance formidable. Il y a une réponse claire à ce besoin d'industrialisation de notre pays et de le transformer en pôle industriel. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il était important que la pièce vienne présenter à l'ensemble des chefs d'entreprise béninois au Bénin et de la diaspora également toute cette opportunité qu'il y avait dans la zone économique spéciale pour qu'ils puissent vite saisir cela. Le sujet passionne et il y avait tant à dire, notamment sur les implications de régimes dérogatoires et de mesures incitatives à n'en point finir. Elles sont, à ce que l'on dit, douanières, fiscales, sociales, commerciales et bien plus encore. L'objectif de la réunion que nous avons engagée aujourd'hui et des échanges que nous avons eus aussi bien avec les opérateurs économiques installés au Bénin qu'avec les internautes, c'est de les sensibiliser sur la formidable opportunité que le gouvernement met à leur disposition en mettant en place cette zone économique spéciale qui doit permettre par les incitations, que ce soit des incitations douanières, des incitations fiscales, des incitations commerciales et des incitations sociales, ce formidable outil doit leur permettre en fait de développer leur activité. Il faut absolument qu'ils puissent s'en saisir pour développer leur activité. L'ambition du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette zone économique spéciale puisse accueillir le maximum d'entreprises, qu'elles soient des entreprises d'origine béninoise ou des entreprises d'origine étrangère, pour développer l'emploi dans notre pays. Une révolution tape donc à la porte et il va falloir s'y préparer.
pour ne pas rester en marge. Là se trouve sans nul doute le plus dur pour les locaux. Les opérateurs économiques béninois, s'ils ne s'organisent pas, s'ils ne se prennent pas en charge, il est fort possible que ce qui apparaît comme une opportunité réelle de développement de notre pays, eh bien que nous loupions l'entrée, j'allais dire, ou l'atterrissage. Alors, je voudrais inviter très sincèrement à tous ceux des chefs d'entreprise qui font très peu de militantisme économique à réfléchir et à voir leur intérêt à mutualiser leurs efforts et à avancer ensemble vers ce que j'appelle une véritable opportunité. La zone économique spéciale de Glodjigbe, ce sont entre autres 164 milliards de francs CFA d'investissement à terme sur une superficie extensible de 1640 hectares pour 250 à 350 000 emplois attendus. C'est sur ce numéro de café numérique qui porte donc sur la zone économique spéciale que nous mettons un point final à cette édition. L'information se poursuit donc sur le plateau du grand format. On va observer un rideau publicitaire, le temps d'installer par ici notre invité. Il a nom Clotaire Olidé, il est expert électoral et président du comité chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales au niveau du parti Bloc républicain. Avec lui, on va revisiter l'actualité politique nationale en lien bien entendu avec le processus électoral en cours au Bénin. A tout de suite. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai partagé pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, organise chaque mois au profit des chefs d'entreprise le rendez-vous mensuel des experts. Il s'agit de consultations gratuites d'experts dans divers domaines où les chefs d'entreprise peuvent exprimer des besoins de conseils pour le développement de leurs affaires. Communiquez donc à la CCIB vos préoccupations afin de bénéficier des conseils avisés dans plusieurs domaines: fiscalité, formalisation des entreprises, comptabilité, finance, digitalisation, normalisation du produit, protection intellectuelle, protection de données personnelles, accès au marché, sécurité sociale. Nos experts se mettront à votre disposition. Contactez-nous pour poser vos préoccupations au 00229 21 31 20 81 ou sur info@ccib.pj. À la CCIB, servir l'entreprise est notre vocation. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
On en vient maintenant à la page invitée de ce grand format qui reçoit pour vous aujourd'hui Clotaire Olidé. Il est expert électoral et président du comité technique chargé des questions politiques, institutionnelles et électorales au niveau du parti Bloc républicain. Clotaire Olidé, bonjour. Bonjour, monsieur Alipara. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité politique à l'heure actuelle, comment vous la vivez à votre niveau, au niveau du Bloc républicain? Merci, monsieur Alipara. Je voudrais commencer par dire que nous constatons au niveau du Bloc républicain avec satisfaction que le processus électoral se poursuit. Il a bien été lancé par la Sénat et il se poursuit jusqu'à ce jour conformément aux dispositions du code électoral en vigueur actuellement en République du Bénin. Et de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, nous en sommes à l'étape où nous attendons la Sénat pour nous dire de façon définitive quels sont les duos de candidats qui participeront au scrutin du 11 avril prochain. Les 3 duos provisoirement retenus sont connus. Ils ont subi déjà la visite médicale au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc, conformément au calendrier de la Sénat, nous espérons que demain, lundi, nous serons définitivement fixés sur ceux qui sont retenus et le processus pourra continuer son cours. Alors, de façon provisoire, vous l'avez dit, 3 duos sont retenus alors qu'il y a une vingtaine de candidatures qui ont été déposées. On note que le parti, les démocrates, finalement, a eu de difficultés dans la composition de ces dossiers. Et la raison principale, c'est bien entendu la question du parrainage qui a posé problème. Comment vous appréciez cette situation? Non, ce que nous constatons déjà, c'est que le parti, les démocrates, très tôt, a dit clairement, ils ne s'en sont pas cachés. Ils l'ont dit publiquement qu'ils n'avaient pas besoin de parrainage pour aller aux élections. Alors même que la loi fait obligation d'obtenir un certain nombre de parrainages pour voir son dossier de candidature validé. Donc il apparaissait plus ou moins clairement dès le départ que les démocrates ne voulaient pas aller aux élections. Parce que lorsque vous savez que le parrainage est une condition substantielle pour que votre candidature soit validée et que vous refusez délibérément d'aller à la recherche de ces parrainages, tout le monde peut tirer les conclusions. Mais malgré cela, au niveau du parti Bloc républicain, et je crois que c'était la même chose par rapport au parti Union progressiste, le parti Bloc républicain a donné de façon claire, comme directive à ses élus, de donner le parrainage aux candidats des partis de l'opposition afin que nous ayons une élection ouverte, une élection inclusive. Parce que pour nous, au niveau du Bloc républicain, il n'était pas question que nous allions aux élections, à l'élection présidentielle, avec pour seul candidat, le candidat que nous avons désigné. On risque même de ne pas avoir élection si on a un seul candidat. Non, il peut y avoir élection même avec un seul candidat, ce n'est pas interdit. Mais ce n'était pas, nous, notre option, et nous l'avons clairement signifié aux élus du parti, soyez ouverts, soyez disponibles pour donner le parrainage aux candidats des partis de l'opposition qui le souhaitent, puisque manifestement, au regard du contexte de 2019, eh bien, ces partis de l'opposition n'ont pas à eux seuls suffisamment de parrains pour pouvoir porter leur candidature. Mais dans certaines déclarations de l'opposition, on parle de confiscation des parrainages au niveau du Bloc républicain et de l'Union progressiste, bref, des principaux détenteurs du parrainage. Et par rapport à ça, je vous dis et je vous répète que la seule directive que le parti Bloc républicain a donnée à ses élus, c'est officiel, c'est clair, c'est sans équivoque, c'est que ces élus puissent donner le parrainage aux candidats des partis de l'opposition. Oui, les démocrates font partie de l'opposition. Justement. Maintenant, le parrainage ne se donne que lorsque vous allez le demander. Voilà que ceux à qui nous voulons donner le parrainage, eux-mêmes disent « nous n'en voulons pas ». Alors à partir de ce moment-là, face à quoi se sont retrouvés les élus du Bloc républicain? Alors ils se sont retrouvés à attendre que des candidats, que ce soit des FCBE ou des démocrates, se portent vers eux pour solliciter les parrainages. Puisque les parrainages sont donnés par les élus et non pas par le parti. Donc ce n'est pas au parti d'aller donner le parrainage à qui que ce soit. À partir de ce moment, chaque élu étant détenteur de son parrainage, à titre individuel,
avec sa signature. Les parrainages sont personnalisés. Je ne vois pas par quelle alchimie le parti pourrait confisquer des parrainages qui reviennent de façon individuelle à chacun. Tout ce que le parti avait à faire et qu'il a fait, c'est de demander aux élus, de donner aux élus la directive dont je viens de vous parler, donner également le parrainage aux candidats de l'opposition pour que nous ayons une élection ouverte. Et je pense que c'est bien ce que nos élus ont fait, puisque vous vous rendez compte que les FCBE, qui n'avaient pas à eux seuls suffisamment de parrainage pour porter leur candidature, ont pu en avoir suffisamment. Ça veut dire que des élus de la mouvance, du BR ou de l'UP, leur ont donné des parrainages. Première chose. Deuxième chose, lorsque les démocrates disent « nous ne voulons pas du parrainage », le président du parti l'a dit, et vous l'avez entendu, que même si on le leur donnait, ils ne prendraient pas. Oui, ça c'est une déclaration à la face du monde, mais est-ce qu'il n'y a pas eu vraiment de démarche dans les coulisses au niveau de ces deux partis, du Bloc républicain et de l'Union progressiste? Vous savez, lorsque le parti a dit à ses élus, donner le parrainage aux candidats de l'opposition, il ne revient plus au parti d'aller chercher à savoir qui ont fait des démarches. Il revient aux candidats en question de faire les démarches vers les élus. Et je pense que, à moins que je ne me trompe, et ça je ne le crois pas, je pense que des candidats issus du parti, les démocrates, ont fait des démarches vers des parrains, des élus UP et BR. La preuve, lorsqu'on parle aujourd'hui du duo Kowe et Agossa, mais ces personnalités-là, elles étaient bel et bien membres du parti Les Démocrates. Elles étaient même vice-présidents de ce parti. Leur suspension ou exclusion n'est intervenue que bien après qu'ils aient obtenu les parrainages. Alors comment vouliez-vous que nos élus sachent que ces personnes, vice-présidents de leur parti, ne sont pas habilités à aller demander le parrainage s'ils estiment vouloir être candidats au nom de leur parti? Nous, on ne rentre pas dans la cuisine interne du Parti Les Démocrates. Alors, votre candidat... Maintenant, l'autre, oui, très rapidement, dont on a beaucoup parlé, je veux parler de la candidate Madougou, oui. Elle a peut-être fait des démarches aussi. Je n'en sais rien, je ne suis pas un élu. Mais si elle n'a pas pu obtenir les parrainages, qu'est-ce qui a pu motiver cela? Puisque je dis encore une fois, à cette étape-là, le parti n'intervient plus. C'est des discussions entre les élus et les candidats. Si elle n'a pas réussi à convaincre de la pertinence de sa candidature, on ne peut pas s'en prendre à d'autres personnes que à la candidate. Et moi, je me pose, au-delà de ce qui se dit, de ce que les différents protagonistes ont dit sur les chaînes, moi, je me pose quand même des questions au regard d'un certain nombre d'indices. Je parle d'indices. Moi, le premier indice que je voudrais évoquer, c'est Mme Rekia Madougou. Pour ce que je sais, en tout cas pour l'opinion publique, n'était pas membre du Parti Les Démocrates. Alors, si elle n'est pas membre de ce parti, mais si elle est portée par le parti, encore faudrait-il que les élus le sachent. Encore faudrait-il qu'ils le sachent. Et peut-être même, pourquoi pas, que nous aussi nous le sachions. Donc, c'est comme si on l'a cooptée au dernier moment pour dire elle sera notre candidate. Personnellement, ça me pose un problème. Premier indice. Deuxième indice. Mais tout le monde sait que Mme Madougou est conseillère du président d'un pays d'à côté. Oui. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez la preuve qu'elle a démissionné de cette fonction-là? Mais est-ce que ça lui arrache la nationalité béninoise? Du tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais lorsque vous êtes dans une posture comme celle-là, dans un pays étranger, vous n'en avez pas démissionné, et que du jour au lendemain, de but en blanc, vous voulez diriger votre pays, ça me pose également un problème. Je vous rappelle qu'en 2011, lorsque le secrétaire général national de notre parti, je veux parler du ministre d'État Boudal Biotchane, a voulu se porter candidat, il a démissionné de son poste de président de la BOAD. Clairement, et tout le monde le savait. Mais ce n'est pas équivalent dans le schéma actuel. Non, ce n'est pas si différent. Parce que vous ne pouvez pas servir les intérêts d'un autre pays et dans le même temps prétendre vouloir diriger un autre pays. Alors, ça pose un problème. Dernier point que je vais évoquer, c'est que, vous le savez aussi, depuis 2011, ce n'est qu'il y a quelques semaines ou quelques mois que Mme Madougou s'est inscrite sur la liste électorale. Est-ce que ça ne vous gêne pas, vous?
Moi, c'est des indices qui me font croire que ce sont des cette Alors, candidature pose votre candidat est bien problème. connu. Le candidat, bien entendu, du Parti Bloc Républicain, c'est Patrice Talon. Patrice Talon qui, depuis plusieurs années, dit être compétiteur né, mais on s'achemine, ma foi, vers une élection présidentielle le 11 avril prochain sans une opposition ou sans une opposition de taille. Quelle est votre réaction? Vous savez, lorsqu'on parle d'opposition, il faut qu'on s'entende sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle opposition? Ce sont des personnes qui s'organisent et qui professent une alternative, une position alternative à celle du pouvoir en place. Ça veut dire que à partir du moment où vous n'êtes pas de la mouvance présidentielle et que vous professez des opinions, des positions autres ou contraires à celles du gouvernement en place, vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous voulez me dire que le duo Djemba-Ronkpay n'est pas de l'opposition? Les FCBU ont quand même fait une déclaration d'appartenance à l'opposition. Est-ce que vous voulez me dire que le duo Agossa-Kowe, précédemment vice-président du Parti des démocrates par ailleurs, et qui n'ont pas dit jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont rejoint la mouvance, ils ne sont pas de l'opposition? Donc nous avons 3 duos en présence, dont un de la mouvance et 2 de l'opposition. Et malgré cela, on dit qu'il n'y a pas d'opposition. Vous sentez votre candidat taclé, c'est ça? Je sens qu'en face de notre candidat, il y a 2 candidats de l'opposition. La taille ou la non-taille de ces candidats, ce n'est pas à nous d'en juger. Ils appartiennent à des formations politiques organisées, mais c'est à ces formations politiques de nous démontrer la force qu'elles ont sur le terrain. C'est de cela qu'il s'agit. Nous, on n'est pas dans des débats de personnes, des débats d'individus. Nous sommes dans un mouvement de réforme du système partisan où les groupes l'emportent sur les individus et nous nous en tenons à cela. Est-ce que vous n'êtes pas gêné avec la manière dont les choses se déroulent actuellement, surtout liées à la question du parrainage? On sent que le parrainage pose réellement problème. Vouloir évoquer la question du parrainage aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, pour moi, relève, excusez-moi un peu, d'un contresens. Parce que la question du parrainage ne date pas d'aujourd'hui. Elle ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui était connu depuis très longtemps. Pour vous, ceux qui formulent des critiques contre le parrainage se sont réveillés trop tard. Ils auraient dû prendre leurs dispositions beaucoup plus tôt. Dès lors que vous savez que pour participer à l'élection présidentielle, il faut disposer de parrains. Et que vous savez que ces parrains, ce sont des députés ou des maires, à défaut d'avoir eu des députés, parce qu'on peut me dire que la loi est intervenue après les élections législatives, mais vous auriez pu vous organiser pour avoir des maires. Mais, le sachant ainsi, ces personnes ont également refusé de compétir aux élections communales et n'ont pas pu avoir des maires qui pourraient les parrainer. Mais malgré tout cela, les partis détenteurs des parrains ont quand même manifesté toute leur bonne volonté et toute leur bonne foi à parrainer même des partis de l'opposition, des candidats issus des partis de l'opposition. Mais quand tout ce contexte-là est connu, et que malgré cela, ceux qui doivent être parrainés disent « nous n'en voulons pas », vous voulez quoi finalement? Alors, on va évoluer dans le débat, l'actualité au niveau donc, du Parti Bloc Républicain. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce qu'on apprend au niveau du conseil communal d'Adjaouaré. 5 militants de votre parti, le Bloc Républicain, ont écopé des sanctions. Qu'est-ce que le parti leur reproche concrètement? Merci bien. Je commence par dire que cette question, je l'évoque avec beaucoup de peine et beaucoup de gêne. Tout simplement parce que je suis conseiller communal à Koubé. Et de ce point de vue, me retrouver à parler de sanctions dont ont écopé des militants de Koubé et d'Adjaouaré, ils sont tous du plateau comme moi, ça me gêne. Mais hélas, nous sommes tous membres d'un parti. Et les tests de notre parti, le Bloc républicain, sont clairs. Lorsque vous posez tel acte, cela entraîne telle conséquence, cela entraîne telle sanction. Alors on ira au cas par cas. Pour le cas donc des 5 conseillers d'Adjaouaré, que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qu'on leur reproche? Je vous dirais que tous ces cas sont liés. Depuis le cas de notre premier secrétaire général adjoint, M. Jean-Michel Abimbola, jusqu'au cas du maire de Koubé, en passant par les 5 conseillers d'Adjaouaré, tout cela est lié au même dossier. De quoi s'agit-il? Si vous avez bonne mémoire, au lendemain des élections communales,
le conseil communal d'Adjawere était composé de 25 conseillers, dont 13 du BR et 12 de l'UP. Et puisque le BR avait donc eu la majorité absolue au sein du conseil, il revenait au BR de désigner l'exécutif communal. Ce qui a été fait, et notre sœur Karamato Fagbon a été désignée maire d'Adjawere. Il s'est fait que, chemin faisant, un conseiller BR a vu son siège invalidé du fait de ce qu'il avait, il ne remplissait pas les conditions pour être candidat vu qu'il avait été condamné précédemment. Très bien. Donc le conseil s'est retrouvé à 24, 12 de l'UP, 12 du BR. Le BR perdait donc la majorité, il fallait reprendre donc l'élection à la tête de la mairie. Et c'est ce qui a eu lieu, et c'est là que le problème s'est posé. Au moment de reprendre l'élection du maire, on s'est rendu compte que le candidat de l'UP s'est retrouvé élu avec 17 voix. C'est-à-dire qu'il y a eu des soutiens du bloc républicain. C'est-à-dire qu'il y a eu 5 conseillers du bloc républicain qui sont allés voter avec les conseillers de l'Union progressiste pour porter à la tête de la mairie le candidat de l'UP au détriment du candidat BR. Et en plus, pire encore, en allant contre les instructions fermes données par le parti de voter pour le candidat du BR. Évidemment, cela ne peut pas rester sans sanction lorsqu'on connaît les tests du BR qui sont clairs sur la question et sans équivoque. Donc, face à cette situation, le bloc républicain a mis en place un comité de discipline composé de 3 personnes. Il s'agit de l'honorable Yawedeu, président, de l'honorable Paulin Gbenou et de l'honorable Gounou Abdoulaye. Vous voyez un peu la répartition géographique de ces personnes-là. Donc, c'est ce comité qui a mené des investigations, qui a écouté tous les protagonistes, qui a écouté tous les témoins et qui a produit un rapport au bureau exécutif. Et de ce rapport, il ressort que les 5 conseillers qui ont voté avec les conseillers UP l'ont fait sous l'instigation de celui qui est la deuxième personnalité de notre parti, c'est-à-dire M. Jean-Michel Abimbola. Et il a été établi par la même occasion une complicité active du maire de Kbobé. C'est ça. Et donc c'est ce rapport qui a été déposé au bureau exécutif. Et c'est sur la base de ce rapport que le bureau exécutif, puisque les tests lui en donnent le droit, le bureau exécutif a pris la décision concernant le ministre Jean-Michel Abimbola. Mais il s'est fait que les sanctions proposées à l'égard des autres, c'est-à-dire les 5 conseillers d'Adjawere et le maire de Kbobé, sont d'un niveau qui dépasse la compétence du bureau exécutif. Donc il fallait attendre qu'un bureau politique statue sur la question avant de prendre une décision. Et donc c'est ça qui a fait que le bureau politique ne se réunissant pas aussi régulièrement que le bureau exécutif, ce n'est que le 15 février dernier, le lundi voilà pourquoi la décision est venue tardivement. Exactement. Donc c'est pour ça que ce n'est que le 15 dernier que le bureau politique s'est prononcé, a pris les décisions et par la suite, le ministre d'État, le secrétaire général national du parti, a formalisé cette décision. Donc ce n'est pas une décision qui est venue du néant, ce n'est pas une décision qui a été prise par le secrétaire général national du parti, contrairement à ce que d'aucuns disent, il n'y a aucun règlement de compte. Le maire de Kbobé, l'actuel maire de Kbobé, est propre d'une sanction en raison de sa part active dans ce qui s'est passé au conseil communal d'Adjawere. C'est exactement cela. Et ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est qu'au niveau du parti, Bloc républicain, nos tests sont respectés et dans le fond, et dans la forme, et dans la procédure. Il n'y a aucun règlement de compte. Il y a juste qu'il faut faire comprendre aujourd'hui qu'avec la réforme du système partisan, il n'y a plus de place pour les jeux solitaires. Alors, quelle est la nature de ces sanctions? Eh bien, au niveau des conseillers d'Adjawere, je ne peux plus parler du ministre Jean-Michel Abimbola, puisque cela fait déjà longtemps. Il a été retenu à l'encontre des 5 conseillers communaux d'Adjawere une suspension d'1 an du parti et une inéligibilité de 10 ans. C'est quelque peu sévère, hein, cette sanction? Non, vous trouverez cette sanction sévère si vous ne prenez pas en compte un certain nombre de considérations. Je vais vous expliquer. Vous savez, ils sont conseillers, ils sont élus. Le parti ne peut pas leur arracher leur mandat. Donc, ils vont finir l'actuel mandat de 6 ans, quel que soit
par ailleurs les sanctions dont ils vont écoper. Donc, si on leur donne une sanction inférieure à 6 ans, c'est qu'il n'y a pas eu sanction. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est au-delà des 6 ans que la sanction peut avoir un sens réel. Et c'est pour ça que c'est aller à cette extrémité. Donc, ce n'est pas en réalité 10 ans d'inéligibilité, mais c'est 4 ans en réalité. Mais, puisque c'est aujourd'hui que la sanction est prise et qu'il ne faut pas tenir compte des 6 ans qui sont déjà en cours, c'est aller à 10 ans. Donc, je ne pense pas que ce soit autrement plus sévère, mais c'est qu'il fallait donner un signal. Il fallait quand même que la sanction soit ressentie, ait un impact, et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour ce qui est du maire de Paubert, oui. Il a écopé d'un blâme, oui. Et le parti s'est réservé le droit de prendre d'autres sanctions éventuellement. Contre sa personne. Voilà. Alors, on a noté pour les élections législatives de 2019 une faible participation des populations. En 2020, pour les élections communales et municipales, même chose avec quelques différences près. Quel travail le Bloc républicain est en train de faire afin que pour le 11 avril prochain, n'est-ce pas, on assiste à une forte participation des populations à cette élection? Merci bien. Je disais tantôt que le Bloc républicain est un parti très organisé, très structuré, avec les thèses qui sont respectées à la lettre. Et de ce point de vue, nous sommes très tôt mis à la tâche pour la préparation de l'élection du 11 avril prochain. C'est ça. Et comme vous le savez, nous avons dans ce cadre désigné notre candidat, qui est le président Patrice Talon, que nous allons certainement investir bientôt, conformément à nos tests. Par la suite, nous avons fait un travail de contribution au projet de société du candidat, puisque le projet de société n'est pas un projet de société du parti, mais plutôt un projet de société du candidat. Mais le parti s'est dit, quand bien même c'est un projet du candidat, le parti peut apporter sa part à l'élaboration de ce projet. Et donc, les différents comités techniques du parti, nous en avons 12, ont été très tôt commis à la tâche. C'est vrai, ces comités ont d'autres travaux qu'ils font, mais de façon expresse, il leur a été demandé d'élaborer des contributions du parti au projet de société du candidat. Ce que ces comités ont fait. Quel impact cela a sur les populations afin qu'elles sortent pour voter, J'en viens. Donc, le contenu de ce que nous avons élaboré et qui est déjà remis au candidat, s'il est pris en compte, parce que nous espérons qu'il sera pris en compte, même si ce n'est pas entièrement, ce contenu-là est fait de nature à susciter l'engouement des populations. Lorsque le projet sera sera officialisé, vous en verrez le contenu. C'est la première chose pour susciter la participation et l'adhésion. La deuxième chose, c'est que le parti Bloc républicain a lancé un processus qui est actuellement en cours de mise en place des structures de base du parti. Jusqu'au dernier village, jusqu'au dernier hameau, nous sommes actuellement en train de mettre en place les cellules du parti. Et ce sont ces cellules-là, c'est sur ces cellules-là que nous allons essentiellement nous baser pour ratisser le plus large possible. Donc, dans chaque village, dans chaque hameau, les militants du Bloc républicain seront déployés pour aller à l'assaut des populations, pour justement leur expliquer le contenu du projet de société du candidat, pour leur faire comprendre le bien fondé de ce que le candidat veut faire et donc les amener à sortir pour lui accorder massivement. Alors, votre mot de conclusion très rapidement, M. Clotaire Olivier. Pour conclure, je voudrais encore une fois me féliciter de ce que le processus électoral suit tranquillement son cours au Bénin. Je veux me féliciter de ce que, au niveau du parti Bloc républicain, nos élus ont joué leur partition et je voudrais rassurer tous les Béninois que le Bloc républicain ne prend aucune décision à l'emporte-pièce avant de prendre une quelconque décision, qu'elle soit en faveur ou contre X ou Y. Ces décisions sont fortement mûries, les tests du parti sont respectés et les procédures également. Il n'y a aucune chasse aux sorcières. Nous demandons massivement aux populations de sortir le 11 avril pour exprimer leur vote en faveur de notre candidat. Pour que Clotaire Olivier, merci. On n'est pas encore à la phase de campagne. Le moment venu, vous serez invité à faire et dire ce qui convient. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.